si on veut comprendre comment nourrir les hommes, il faut comprendre que sur Terre, on ne cultive que très peu d'espace, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas cultivables. Si vous regardez ce schéma, on voit que on ne cultive que 22% des terres de la planète. Donc si on veut nourrir plus de gens, bah, soit on trouve de nouvelles terres, mais c'est pas évident parce que vous avez toutes ces contraintes qui font qu'on ne peut pas aujourd'hui cultiver sur ces terres. D'accord? C'est trop en pente, c'est sec, c'est froid, c'est trop mince, etc. etc. Alors on pourrait trouver, l'homme est incroyable, hein, l'homme pourrait être totalement capable aujourd'hui de trouver scientifiquement un moyen de cultiver sur des climats trop secs, hein. C'est le travail des ingénieurs agronomes par exemple. Mais pour l'instant, on ne cultive que 22% des terres de la planète. Donc si on faut nourrir 10 milliards de personnes, eh bien soit il faut trouver des nouvelles terres, soit il faut produire mieux, de façon plus efficace, augmenter la productivité sur la terre, sur les 22% de terres cultivables. Alors c'est ce qui se passe quand on parle de révolution verte, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont mis en place la révolution verte et qui ont augmenté la productivité et augmenté la rentabilité, le rendement des terres. Donc, on note la définition, vous mettez pause, vous notez la définition. C'est une politique de transformation des agricultures des pays en développement, hein. On parle de révolution verte souvent pour les pays en développement ou les pays les moins avancés. Et c'est fondé essentiellement sur l'intensification de l'utilisation des variétés de céréales à haut potentiel de rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sélectionner les meilleures qualités de riz, par exemple, pour avoir les meilleurs rendements, hein. Le rendement, c'est si vous plantez un grain de riz et que à la fin ça vous donne 3 kilos de riz, et si vous plantez un autre grain de riz d'une autre espèce et qu'à la fin ça vous donne 10 kilos de riz, sur la même surface, on est d'accord que le deuxième, il a un meilleur rendement. Et bien c'est ça qu'il vous faut. Il faut trouver les espèces, les races de riz, si vous voulez, qui donnent le meilleur rendement. Alors, c'est ce qui a été fait en Inde. En Inde, dans les années 50, ils ont commencé ce qu'on appelle donc la révolution verte. Ici, vous voyez les chiffres. Pareil, c'est totalement le genre de document que vous pouvez avoir. Vous avez des chiffres et on vous dit qu'est-ce que vous constatez. Il ne suffit pas de répondre en 2 lignes, hein, on est d'accord. Il faut répondre correctement. Je cite mon document, je prouve ce que je dis, etc. D'accord? Donc, bah, on voit déjà que la population, elle a augmenté. Elle a augmenté, allez, si on arrondit, elle a été multipliée par 3. D'accord? Et la production de céréales a été multipliée par 4. C'est énorme, en 50 ans, hein, elle a multiplié par 4 la production de céréales. Et ce qu'on voit qui est très intéressant, c'est qu'au début, ils importaient des céréales, ils achetaient des céréales à d'autres pays. Aujourd'hui, même si la population a été multipliée par 3, ils n'en importent plus du tout parce qu'ils ont plus de céréales que l'augmentation de la population. Donc ils n'importent plus. C'est pour ça qu'on dit que l'Inde est autosuffisante en céréales. Ils n'ont pas besoin d'acheter de céréales à d'autres pays. Ils sont complètement indépendants. Euh, Comment ils ont réussi à faire ça? Eh bien, on le voit ici sur la part des terres irriguées, hein. On voit qu'ils ont augmenté l'irrigation. D'accord? Enfin, la part des terres qui étaient irriguées. On voit aussi qu'ils ont sélectionné les semences. Dans les années 50, ils n'en sélectionnaient pas. Aujourd'hui, ils en sélectionnent. 74% des semences qu'ils sont plantées en Inde sont sélectionnées pour leur rendement. D'accord? Et puis aussi, hein, ils ont consommé massivement des engrais. Voilà, vous pouvez faire la multiplication. Je pense qu'elle est, elle est assez énorme, hein. On est passé de 2 à 170, donc ça a été multiplié par plus de 8. D'accord? Euh, voilà, tout ça, il faut l'expliquer. Donc, quand on vous pose une question comme ça, que constate-t-on à partir de ce document? On attend 10 lignes, 15 lignes, hein, sur une réponse comme ça. Alors, est-ce qu'il y a besoin de... Non, c'est bon. Ici, on voit donc l'Inde, dans cette révolution verte, on le voit aussi qu'il y a des régions, d'accord, des régions dans lesquelles on a fait plus ou moins cette révolution. Par exemple, le foyer de la révolution verte, donc c'est la région du Pendjab, hein, là où on a le plus fort excédent agricole. Vous avez ici les régions du Bengale, d'accord, hein, du Gujarat, et puis le sud de l'Inde, d'accord. On voit que qu'est-ce qu'on cultive comme céréales en Inde, massivement sur les littoraux, c'est du riz, d'accord, à l'intérieur des terres, plutôt du blé, et puis on cultive du millet dans le Pendjab, d'accord. Et puis vous avez l'élevage. Voilà, tout ça c'est pareil, quand on a un document comme ça, une carte, il faut expliquer tout. C'est pas juste dire cette carte montre la révolution verte, d'accord. Il faut expliquer tout ce que vous voyez, tout décrire et prouver toujours ce que vous dites avec votre document. Et puis on voit justement les régions irriguées qu'on avait vues dans le document d'avant, hein, elles ont beaucoup augmenté la part des cultures irriguées, bah, elles sont ici.
hein, les régions irriguées au nord de l'Inde. Et puis vous avez un document à côté qui parle de la révolution verte et des limites de la révolution verte. Donc je vous laisserai le lire et puis répondre ensuite aux petites questions sur votre cours. Alors, concernant les limites de la révolution verte, je vous ai mis une vidéo de Yann Arthus Bertrand qui est allé dans le Pendjab et qui rencontre des personnes qui expliquent les limites de la révolution verte. Donc vous pourrez regarder cette vidéo, elle montre que eh ben, c'est pas une solution miracle en fait, la révolution verte. Certes, ça a permis de nourrir les Indiens, ça a permis qu'ils soient autosuffisants aujourd'hui, mais il y a un contre-coup. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué, notamment la pollution, à cause des engrais qu'ils utilisent, parce qu'il y a beaucoup d'engrais chimiques. L'irrigation, ça pose des problèmes aujourd'hui dans le Pendjab. Donc, aujourd'hui, on pense à ce qu'on appelle une double révolution verte, c'est-à-dire que c'est une révolution verte parce qu'on fait des céréales, et c'est une révolution verte parce que écologique. On essaye de trouver des moyens euh, de produire toujours autant, mais en essayant de respecter l'économie, le social et l'environnement, donc vraiment du développement durable. Et c'est le travail de ce monsieur que vous verrez dans le reportage. Vous regarderez tranquillement cette petite vidéo et puis vous pouvez du coup ensuite répondre aux questions sur la vidéo ici. D'accord? Quel est le problème de la Terre? Pourquoi les terres sont pleines de sel? La cause d'infertilité, etc., etc. Quelles sont les techniques utilisées? Vous avez toutes les réponses dans la vidéo. Vous regardez votre vidéo, vous mettez pause et vous répondez tranquillement à toutes ces questions. Et ensuite, je vais vous demander, bien sûr, et oui, je vous embête avec ça, mais c'est important, hein, c'est la question que vous aurez au BP, cette fameuse synthèse, hein, cette espèce de paragraphe argumenté. Donc, je vous demanderai de le travailler à la maison, celui-là. Les révolutions ont-elles assuré une alimentation suffisante et contribué au développement durable indien? Je vous ai remis toute la méthode, hein, vous refaites bien correctement votre introduction, posez bien vos questions, qui, quoi, où, quand, définissez bien le quoi, ensuite mettez toutes vos idées au brouillon, tout ce qu'on a vu là dans les 3 documents plus la petite vidéo. Ensuite, une fois qu'on a toutes nos idées, on met des couleurs pour essayer de faire 2 ou 3 parties pour répondre à la question. Les révolutions vertes, hein, ont-elles assuré une alimentation suffisante et contribué au développement durable indien? D'accord? Vous pouvez faire 2 parties ou 3 parties. Après, on rédige et on fait une vingtaine de lignes minimum, minimum. Je rappelle que c'est important de s'entraîner. Si vous ne vous entraînez pas, ça ne va pas arriver comme ça. Le jour du BP, vous saurez faire un paragraphe argumenté, hein. Il faut vous entraîner à la maison. Vous pouvez vous entraîner et me l'envoyer. OK? Donc, effectivement, l'irrigation, c'est quelque chose de très important pour l'agriculture qu'on a mis en place, euh, qui permet de cultiver, d'avoir des meilleurs rendements. Donc, il y a différentes façons de faire de l'irrigation. Il y a de la micro-irrigation dans certaines régions, par exemple en Israël. Et puis, il y a des irrigations plus massives dans les régions où on a plus d'eau, hein, c'est logique. D'accord. Ici, si on regarde la production céréalière, on voit effectivement, hein, que depuis les années 2000, il y a quand même une hausse de la production de céréales parce qu'il faut produire, produire, produire toujours plus parce qu'on est toujours plus nombreux sur la planète. Pareil, un document comme ça, vous citez, hein, vous prouvez ce que vous dites et vous faites un petit calcul. Ouais, ça ne marche plus. Voilà. Alors, il y a 2 choses à bien comprendre pour nourrir les hommes. C'est qu'il n'y a pas juste la transition démographique, c'est pas juste qu'on est de plus en plus nombreux, c'est qu'aussi il y a la transition nutritionnelle. C'est-à-dire qu'on ne mange pas de la même façon qu'on mangeait il y a 300 ans. Qu'est-ce qu'on mangeait il y a 300 ans en France? Du pain, beaucoup de pain, donc beaucoup de céréales, assez peu de viande, assez peu de sucre, assez peu de gras, assez peu de lait. D'accord? Oui, le roi mangeait ça, mais les nobles, mais c'est tout. D'accord? Et puis, il y a eu progrès de l'agriculture. D'accord? Donc, on s'est mis à manger plus de viande, on s'est mis à manger plus de sucre, plus de gras. Et le gras, c'est la vie. On s'est mis à manger plus de produits lactés, etc. Donc, on a fait une transition nutritionnelle ici, hein, ça c'est pour la France, voilà. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on mangeait trop, donc on a fait une transition dans l'autre essence, hein, on a mangé moins de céréales. Et actuellement, on est en train de faire une autre transition, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on mange beaucoup trop de viande, beaucoup trop de lait, beaucoup trop de sucre, de gras. Donc on est en train de faire une transition un petit peu autre. Et puis il y a les végétariens, le véganisme qui nous
nous montrent que peut-être il faudrait essayer de manger moins de viande, etc. Donc, on est en train de faire cette transition, une transition un peu autre en ce moment. Bon, bah nous, on l'a fait cette transition. Mais il y a des pays qui sont en train de la faire. D'accord? Il y a des pays qui sont en plein dedans. La Chine, l'Inde. D'accord? Donc, bah, les Chinois, ils sont 1,4 milliard. Si demain, avec la mondialisation, ils se mettent tous à manger du beurre, ça va poser problème. Il va falloir fournir beaucoup, beaucoup plus de beurre. Il y a eu un épisode il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il n'y avait plus de beurre dans les magasins parce que les Chinois se mettent à manger du beurre. D'accord? Et c'est pareil en Inde. Avec la mondialisation, les Indiens peut-être se mettent à manger des produits lactés. Beaucoup de produits lactés, ou s'ils se mettent à manger du bœuf. Vous imaginez avec la mondialisation? Euh, ils sont 1,2 milliard, 1,2 milliard, oui, 1,3 milliard les Indiens. Donc voilà, ça va poser des problèmes. Donc c'est pas juste qu'on est plus nombreux, c'est on se met à manger différemment. Et tous ces pays émergents, qui étaient des pays pauvres, il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc., et ben aujourd'hui, ils se mettent à manger comme nous. Ils se mettent à manger comme les Occidentaux, donc du gras, de la viande, des produits laitiers, du sucre, etc. Et du coup, c'est ça aussi qu'il faut produire. Donc pensez bien à ces deux choses-là si vous devez expliquer le problème de nourrir les hommes. C'est pas juste qu'on est plus nombreux, c'est aussi qu'on se met tous à manger plus riche. D'accord? Et ça pose du coup des soucis de quantité, hein. Euh, Autre document important sur nourrir les hommes, c'est l'utilisation des céréales. On a vu qu'on fait de plus en plus de céréales, 3 fois ou 4 fois plus en 50 ans de céréales sont produits sur Terre. Mais ne pensez pas que c'est pour nous, les humains. Il y a énormément de céréales qui ne sont pas pour nous, qui sont pour les animaux. Donc vous le savez, mes petits bouchers, je pense que vous savez, qu'est-ce que mange un mouton, qu'est-ce que mange un bœuf, qu'est-ce que mange une poule. Ça mange des céréales, d'accord? La 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 la. Donc il y a énormément de pays dans lesquels la majorité des céréales qui sont produites sont pour les animaux. C'est tous les pays que vous voyez en rouge sur la carte, bien sûr. D'accord, hein? Plus de la moitié, entre la moitié et les trois quarts, hein, c'est pour les animaux. D'accord, donc pensez à ça aussi. C'est pour ça, c'est un des arguments majeurs des végétariens. C'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous mangez un steak, eh bien, c'est énormément de litres d'eau parce qu'il a fallu le faire boire, ce petit veau, pour qu'il devienne un bœuf et pour que vous ayez votre steak. Et c'est énormément de consommation de céréales. D'accord? Donc, pensez à ça aussi. C'est un argument qui est souvent mis en avant. Vous vous doutez bien que dans ces pays-là, si on arrive à faire des céréales, on ne les donne pas aux animaux, hein, on les mange. D'accord, hein. Ce sont les pays qu'on a vus tout à l'heure qui étaient dans la sous-alimentation, qui meurent de faim aujourd'hui.